Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de Evolution Chile à Santiago et nous avons le plaisir d'accueillir Miko Blejean-Mered. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes enseignant à Sciences Po. Ouais. Vous êtes aussi spécialiste des questions géopolitiques du pôle Nord et Sud. Oui, c'est vrai que je fais ça. Ce qui m'amène à ma première question, c'est que la géopolitique des pôles, à mon sens, c'est un sujet qu'on entend assez peu parler dans les médias. Oui. C'est mon impression. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, je vous dirais, effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille sur la question liée aux pôles. Et on n'en parle jamais assez. Et c'est un vrai problème pour deux raisons. La première, c'est que c'est fondamentalement absolument indispensable d'en parler parce que c'est la première région victime du réchauffement climatique. C'est le premier régulateur du climat. Quand on sait que l'Arctique, par exemple, a perdu 40% de sa banquise, son volume de glace, en 40 ans, on peut comprendre quels sont les ordres de grandeur et quels sont les enjeux. Et puis de l'autre côté, c'est pareil pour l'Antarctique, effectivement. On a des situations qui sont très claires et qui permettent aux gens de faire comprendre, de bien comprendre pourquoi le changement climatique est réel et comment il se manifeste. Ensuite, le deuxième sujet lié à cette question des pôles, c'est que on a des populations qui sont très résilientes, en particulier en Arctique. Et ces populations cherchent depuis longtemps des solutions, notamment énergétiques, pour essayer de tout simplement mieux vivre dans leur espace avec une logique de développement. Et du coup, c'est comme ça que moi j'en suis arrivé à la question de l'hydrogène par ailleurs, c'est qu'effectivement, que ce soit pour la décarbonation des stations scientifiques en Antarctique, parce que sinon le pétrole est importé par bateau, c'est un petit peu cracra, ou bien que ce soit surtout pour la décarbonation des villages et tout simplement des espaces en Arctique, eh bien de fait on a vu déjà depuis plus de 20 ans des programmes de recherche se monter et aujourd'hui ce sont des régions du monde où on retrouve beaucoup d'innovations. Donc pour vous la faire courte, la question du pôle Nord, pôle Sud d'un côté et la question de l'hydrogène de l'autre, pour moi c'est les deux faces d'une même pièce, victime du réchauffement climatique d'un côté, mais aussi faisant partie de la solution. Hier, vous avez participé à un panel. Ça parlait de la chaîne de valeur de l'hydrogène entre le Chili et l'Europe. On peut dire avec certitude que votre intervention a marqué le public, nous inclus. Merci, c'est sympa. Sans revenir dans les détails, vous avez été très direct quant au potentiel du Chili. Cependant, vous avez souligné le fait que le pays va devoir y aller fort, que le marché va être très concurrentiel. Vous avez d'ailleurs défini les facteurs, les principaux concurrents du Chili. Oui. Et ce ne sont pas les pays auxquels on pourrait penser aux premiers abords. En deux mots, les concurrents du Chili, tels que le Chili tend à les voir depuis que le Chili a développé une forme de politique ou de diplomatie de l'hydrogène à partir de 2017-2018, ce sont essentiellement les pays de la région. Donc les pays, c'est-à-dire de la région de l'Amérique latine. Sauf que la réalité, c'est que dans le secteur de l'hydrogène, la concurrence va bien au-delà de ça. Ensuite, le Chili a tenté de voir aussi quels pouvaient être les concurrents ailleurs dans le monde. Et dans sa diplomatie, on observe là aussi que le Chili tend à considérer comme concurrents des pays qui lui ressemblent. C'est-à-dire des pays qui ont un grand potentiel de développement d'énergie renouvelable, avec lesquels il pourrait faire de l'hydrogène et évidemment des produits dérivés de l'hydrogène, et qui ne sont pas forcément des pays qui, à ce stade, sont des pays fortement énergétiques, sont des producteurs énergétiques. Donc de fait, typiquement, ils vont s'intéresser beaucoup au Maroc, à la Namibie, à l'Uruguay, au Paraguay, pour reciter des pays de la région. Et c'est sur ces pays-là que le Chili va avoir tendance à se benchmarker, c'est-à-dire à se positionner. Sauf qu'en réalité, dans le secteur de l'hydrogène, les pays qui avancent le plus vite aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de potentiel dans le secteur des énergies renouvelables avec une chaîne de valeur dite hydrogène vert. On devrait dire en fait hydrogène issu de renouvelables. Les pays qui ont le plus de potentiel et qui surtout vont le plus vite pour sortir une industrie de l'hydrogène à horizon 2030, ce sont des pays qui sont essentiellement des pays qui sont des énergéticiens majeurs et qui sont des pays qui produisent de l'énergie à partir de fossiles. C'est l'Arabie Saoudite, c'est Oman, c'est potentiellement la Russie si elle revient dans le jeu, c'est potentiellement le Nigeria. Ça va être des pays comme ceux-là qui ont une forte industrie d'hydrocarbures et qui ont compris ou qui sont en train de comprendre, dans le cas du Nigeria, c'est un processus qui est en train de se faire en ce moment, que la seule manière de faire survivre leur modèle économique ou leur modèle de gouvernance ou même des régimes politiques complets,
comme par exemple dans le cas du Qatar ou des Émirats Arabes Unis, ou même de la Russie pour reprendre cet exemple-là, ou de la Norvège, pour parler aussi d'un pays européen qui est concerné, tout simplement, ça va être de faire en sorte que la production d'hydrocarbures, elle continuera, mais elle sera décarbonée de manière imparfaite, impartielle, et pour la plupart du temps de manière non souhaitable, en hydrogène que certains appellent hydrogène bleu, donc avec de la captation de carbone, de séquestration de carbone. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui, pour des raisons industrielles, des raisons financières, des raisons de notation, des raisons de capacité d'endettement et plein d'autres raisons encore, ont la possibilité de pouvoir lancer une industrie de l'hydrogène massivement, rapidement. Et le problème qui va se poser, c'est que si des pays comme le Chili, qui ont un potentiel essentiellement sur des énergies renouvelables, ne se benchmarkent pas, ne se positionnent pas par rapport à ces pays qui jouent leur survie par ce blue washing, si vous me permettez l'expression, cet éco-blanchiment à base d'hydrogène bleu, donc avec cette séquestration de carbone. Si le Chili et ces autres pays qui lui ressemblent ne se positionnent pas par rapport à cette concurrence-là, tout simplement, ils vont se faire marcher dessus. Et c'est déjà ce qu'on observe, notamment par rapport à l'off-taker européen, c'est-à-dire par rapport au fait que l'Union européenne, mais c'est valable aussi pour le Japon, la Corée du Sud, importe de l'hydrogène massivement à horizon 2025-2030 d'ailleurs, c'est tout simplement que la proximité géographique, mais surtout la capacité à livrer des projets massivement d'hydrogène bas carbone, issus de fossiles et leurs produits dérivés, ammoniac bleu, e-méthanol, j'en passe et des meilleurs, carburants alternatifs pour l'aviation ou que sais-je, eh bien de fait, si le Chili ne se positionne pas par rapport à ces pays-là, le Chili n'arrivera pas à accompagner ce besoin de décarbonation à l'échelle mondiale et on se retrouvera malheureusement avec des solutions imparfaites qui vont encore nous retarder dans la transition énergétique parce qu'elle sera donc incomplète. Vous avez mentionné le fait que l'Europe sera plutôt importatrice. Est-ce qu'on peut s'attendre à des partenariats entre la France et le Chili et plus largement avec l'Europe ? Oui, on en voit déjà. On a vu le secrétaire d'État au commerce extérieur, Olivier Becht, venir au Chili dans le courant du mois de mai, dans le courant du mois de juin 2023, pour justement essayer de développer ce qui pourrait être une déclaration commune, ce qui a été une déclaration commune et qui pourrait déboucher sur un accord bilatéral autour notamment de l'hydrogène. On a vu évidemment l'Allemagne très tôt accompagner le Chili dès 2019-2020 pour la rédaction de sa stratégie hydrogène. On a vu évidemment les Pays-Bas également, qui ont une grosse velléité bien sûr d'être le importateur majeur européen à destination notamment in fine de l'Allemagne. Bref, on a vu donc des pays effectivement s'intéresser au cas du Chili sur ces aspects-là. Et puis on a vu des pays comme l'Espagne effectivement aussi utiliser d'une certaine proximité évidemment linguistique et politique pour pouvoir dire nous Chili et vous Chili et nous Espagnols, on est à peu près sur la même brèche en termes d'hydrogène puisque le modèle économique à partir duquel on va bâtir une économie de l'hydrogène chez nous, c'est à peu près le même, c'est-à-dire basé sur des énergies renouvelables, vent d'un côté, solaire de l'autre, ou les deux dans le cas du Chili. Donc fondamentalement, on voit l'intérêt majeur des Européens pour le Chili, certes, mais comme on voit l'intérêt majeur des Européens pour le Maroc, pour le Moyen-Orient, pour d'autres pays d'Afrique du Nord comme l'Égypte, où j'en passe et des meilleurs, des pays qui sont à peu près similaires pour ce qui est du Maroc ou de l'Égypte par exemple, au profil que peut avoir le Chili en termes de marché, mais qui de fait ont une proximité géographique qui rend les choses un peu plus simples. Ou en tout cas, qui, par la perspective d'exporter l'hydrogène par pipeline plutôt que par bateau, rend peut-être l'idée d'une chaîne de valeur massive à plusieurs millions de tonnes par an jusqu'en Europe plus crédible ou en tout cas plus concrète dans l'esprit des décideurs européens que d'importer de l'hydrogène ou des dérivés du Chili avec des bateaux qui n'existent pas encore ou qui sont à peine en train d'arriver. Donc fondamentalement, c'est tout ce petit jeu géopolitique et surtout géoéconomique qui est en train de se mettre en place. Et si on ne porte pas des discours effectivement un petit peu crus, un petit peu fermes sur une reality check tout simplement pour les Chiliens, de fait, on n'a rien à faire là. Si on dépense 1,5 tonnes de CO2 pour venir ici à Santiago et porter des messages sur l'hydrogène, c'est exactement pour leur dire attention, l'hydrogène, ça peut être un potentiel, comme ça peut être aussi un miroir aux alouettes. Tout dépend de comment vous allez le faire. Tout dépend aussi de comment vous envisagez votre compétition et comment vous vous positionnez par rapport à cette compétition. Pour conclure, peut-être, une question de partie. Hier, pendant votre présentation, vous avez fait le lien entre l'égalité de genre et l'hydrogène, oui. La chaîne de valeur de l'hydrogène. Vous avez aussi évoqué le thème de pétromasculinité, oui. En français, c'est ça ? Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces deux notions? Bien sûr, alors le terme de pétromasculinité ou la notion de pétromasculinité a émergé dans la littérature académique en 2018 par les travaux du professeur Daggett, qui est donc chercheuse à Virginia Tech aux États-Unis. Et l'objectif, c'est tout simplement de dire, dans l'espace public, il y a des facteurs de frein par rapport à la transition énergétique en général. Et ces facteurs de frein sont essentiellement dus à une connexion qui a été faite par certains milieux, des milieux plutôt conservateurs, aux États-Unis d'abord, puis ça a été remarqué ensuite au Royaume-Uni, ça a été remarqué aussi petit à petit en Europe ou encore même en Australie, bref dans le monde anglo-saxon pour commencer en tout cas. Cette idée c'était donc que la question de la consommation et de l'intensité carbone de la consommation était intimement liée avec une logique d'identité, identité que on pourrait qualifier de viriliste, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir, enfin la littérature s'est aperçue donc qu'il y avait une connexion à faire entre la volonté de préserver un certain modèle de développement très carboné et la préservation, la sauvegarde, la survie, appelez ça comme vous voulez, d'un modèle identitaire d'existence dans l'espace à la fois public et dans l'espace évidemment économique. Donc typiquement derrière, ce qui va se poser comme question aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point cette pétro-nostalgie, comme du coup ça a été aussi évoqué dans la littérature, à quel point cette pétro-nostalgie, donc c'est-à-dire cette nostalgie d'un temps où la question des émissions de CO2 ou la question des émissions tout court de la consommation ne se posait pas parce qu'il y avait une logique d'abondance des ressources qui faisait que on consommait et que c'était ça qui était le modèle économique. Bref, cette question de la pétronostalgie vient à l'intersection avec les questions ou les valeurs virilistes ou de masculinité exacerbée, voire de masculinité toxique, comme le disent certaines chercheuses ou activistes. Et c'est là que va rentrer en ligne de compte les questions de transition énergétique, pas juste l'hydrogène, mais l'hydrogène en fait partie, puisque là encore, on observe, et ça c'est une partie de mon travail, qu'il y a dans les discours autour de est-ce qu'on fait de l'hydrogène vert, issu de renouvelables, ou est-ce qu'on fait de l'hydrogène, du coup, issu de fossiles? Et c'est OK de faire de l'issue de fossiles. Dans ce débat-là entre hydrogène vert et hydrogène bleu ou autre chose, on observe petit à petit un schisme entre des populations plutôt jeunes, plutôt féminines, qui effectivement poussent pour de l'hydrogène vert, et des populations un peu plus âgées, et surtout masculinistes ou en tout cas de sexe plutôt masculin qui portent ce sujet de bon, si on fait de l'hydrogène bleu, même si c'est issu de fossiles, c'est pas très grave. Décarboner à 30%, décarboner à 60%, ça suffit. En tout cas, c'est une première phase, vous comprenez. Et donc, qui vont porter des discours relativement inactivistes en réalité. Voilà, c'est là que je veux en venir. Vous avez donc cette dichotomie entre activistes du climat et de la transition énergétique d'un côté et inactivistes qui tendent à relativiser les discours de transition, qui petit à petit, quand on les observe sur ce prisme du genre et du virilisme, ben en fait nous donnent des résultats qui sont relativement sans appel. Nico Mérad, merci. Merci beaucoup.